Ces engins ont grandement surpris les États-Unis à la fin des années 60, et plus précisément en 1967, quand ils ont été photographiés pour la première fois par leur premier satellite espion, Corona, dont la mission était d'observer l'URSS. En effet, sur les photographies, les Américains ont observé un véhicule étrange, un avion aux ailes trop courtes pour être efficace pour le vol. De plus, cet engin portait non pas l'insigne de l'armée de l'air soviétique, mais de la marine soviétique. Il s'agissait d'un nouveau véhicule militaire appelé écranoplane ou avion à effet de sol, qui, comme son nom l'indique, a la capacité de voler très proche de la surface. Cet engin offrait à l'Union soviétique des capacités militaires uniques que nous verrons par la suite. Avant de se lancer plus en détail dans l'histoire et les capacités de ces avions, on va rapidement expliquer leur fonctionnement et le principe aérodynamique sur lequel ils s'appuient. Les écranoplanes sont des avions et plus précisément des hydravions à effet de sol. L'effet de sol est un phénomène qui augmente la portance de l'avion grâce à un coussin d'air qui se trouve entre l'appareil et la surface de l'eau. Cela permet à l'appareil de se déplacer rapidement et de manière plus efficiente par rapport à un bateau. Ce phénomène était déjà connu des pilotes dès les premières années de l'aviation. En effet, les pilotes ont rapidement remarqué que leurs avions regagnaient de la portance quand ils s'approchaient du sol lors de l'atterrissage. Pour augmenter cet effet de sol, certains écranoplanes redirigent les gaz d'échappement des moteurs sous la voilure. De plus, les vortex d'extrémité de voilure sont également redirigés et sont renvoyés vers la surface pour augmenter le coussin d'air situé sous l'appareil. Nous pouvons désormais revenir à l'histoire des avions à effet de sol soviétiques. L'engin, photographié par les Américains, était ce que les Soviétiques appelaient un écranoplane, un nouveau type d'avion amphibie qui s'appuie sur l'effet de sol. Le père de ces engins était l'ingénieur Rostislav Alexeïev qui travaillait dans les années 1950 sur les hydroptères. Les hydroptères étant des bateaux dont la coque s'élève et se maintient hors de l'eau à une certaine vitesse grâce à la portance d'ailes immergées sous l'eau. Frustré par la vitesse des hydroptères, il réfléchit à un nouveau type de véhicule qui combine la capacité d'emport d'un bateau avec la vitesse d'un avion. Développer ces nouveaux avions coûte cher. Alexeïev se rapproche alors de l'armée pour présenter son concept et les nouvelles capacités militaires qu'offrent les écranoplanes. Au début, l'armée soviétique est très sceptique et ne souhaite pas dépenser de l'argent pour développer ce nouveau type d'appareil, d'autant plus qu'à cette période, l'économie soviétique n'était pas dans une bonne situation. Cependant, en 1960, Nikita Khrouchtchev voit du potentiel dans l'invention d'Alexeïev et permet de débloquer des fonds pour le développement d'un gigantesque écranoplane. En effet, pour le leader de l'Union soviétique, les écranoplanes étaient une réponse aux porte-avions américains et offraient des capacités militaires uniques. Le bureau d'études pour lequel Alexeïev travaillait va proposer alors un prototype d'avion à effet de sol pouvant embarquer plus d'une centaine de soldats ou des dizaines de missiles pouvant être positionnés à côté des pays ennemis de l'Union soviétique. Pour la marine soviétique, les avantages des écranoplanes étaient nombreux, car les appareils pouvaient se déplacer à grande vitesse à quelques mètres de la surface et ainsi ne pas être détectés par les radars. Puisque les écranoplanes volaient, ils étaient également hors de portée des torpilles ou des mines sous-marines. La construction du premier écranoplane commence dès les années 60 et est hautement secret. Le premier prototype a pour dénomination KM, qui est l'abréviation de navire prototype en russe. C'est à cause de cette dénomination KM que l'on a appelé ce prototype Caspian Monster ou Monstre de la Caspienne. L'armée recouvrait ce premier prototype lors de la journée et effectuait des tests uniquement la nuit. Malgré ces mesures, KM a été observé par le satellite espion Corona qui a rendu les Américains extrêmement perplexes au point que la CIA souhaitait envoyer un drone radiocommandé pour mieux comprendre cet engin. Le drone que la CIA voulait utiliser s'appuyait sur un nouveau prototype issu du projet Aquilin destiné à espionner le programme nucléaire chinois. Ce drone n'étant pas assez fiable, il n'a jamais été envoyé espionner l'URSS. Le vol inaugural du prototype d'écranoplane a eu lieu le 16 octobre 1966. Alexeïev lui-même était à bord, ce qui déplut énormément à l'armée à cause du risque d'accident qui ferait disparaître l'avion et son concepteur. Ce premier vol a été un succès. L'appareil s'est bien comporté et a volé à quelques mètres au-dessus de l'eau à plus de 400 km/h grâce à ses 10 moteurs, 8 à l'avant et 2 à l'arrière. À la fin du vol, les ingénieurs ont modifié le fuselage de KM car on s'était rendu compte qu'il était trop flexible. L'avenir des écranoplanes semblait radieux, mais quand Khrouchtchev cède sa place à Leonid Brejnev, ces avions sont de nouveau menacés de disparition. En effet, Brejnev n'était pas convaincu du tout de l'efficacité de ces avions à effet de sol. Malgré la réticence des hautes autorités, le bureau d'Alexeïev va produire 2 nouveaux écranoplanes.
Le premier a pour nom Orlionok ou Petit Aigle. Bien que plus petit que KM, Orlionok pouvait embarquer jusqu'à 140 soldats ou 2 véhicules de transport blindés. Le second prototype est un écranoplane destiné à contrer les porte-avions. Cet écranoplane porte le nom de Loon, qu'on peut traduire par Busard. Loon était équipé de lance-missiles anti-navires pouvant atteindre une cible jusqu'à 90 km. Pour être efficace, ces écranoplanes devaient être parfaitement pilotés, ce qui n'était pas une chose facile. Ces appareils demandaient davantage d'attention de la part de l'équipage. En effet, il était compliqué de maintenir l'avion à son altitude idéale, soit 20 mètres au-dessus de la surface, tout en observant les vagues et en évitant les potentiels bateaux. En 1980, au cours d'un vol d'essai de KM, qui était devenu une sorte de laboratoire volant, un équipage peu accoutumé au pilotage de l'écranoplane commet une erreur au décollage, ce qui va engendrer le crash de l'appareil. Quelques années après, en 1984, un des seuls défenseurs des écranoplanes, le ministre de la Défense Dimitri Oustinov, décède. Sans support de la part des militaires, le financement des écranoplanes s'arrête. À la chute de l'URSS, les écranoplanes déjà construits sont abandonnés et un seul des modèles d'Orlionok est préservé dans un musée à Moscou. Comme on peut le constater, les avions à effet de sol ne se sont pas généralisés après la guerre froide. Cependant, des descendants des écranoplanes soviétiques volent toujours, surtout en Asie. La Chine, avec le DXF-100, la Corée du Sud, avec la série des WSH-500 et WSH-1500, et également l'Allemagne, avec le X-144 développé dans les années 1970. Ces engins ne sont cependant pas de l'envergure des écranoplanes de la guerre froide. Le seul projet capable de rivaliser avec le gigantisme des appareils soviétiques est le projet Pélican de Boeing, qui est un avion à effet de sol géant capable de déplacer plus de 1000 tonnes de matériel. Le Pélican devait être l'avion le plus grand jamais conçu. Cependant, depuis la présentation du projet en 2003, aucune nouvelle a été donnée de la part de Boeing. Plus récemment, la Russie a présenté un nouvel écranoplane appelé Chaika 2 ou Mouette, qui est un petit appareil destiné au marché civil comme militaire. Les premiers prototypes devraient voler d'ici 2020. Voilà ce qui conclut cette vidéo un peu différente de l'habitude et qui j'espère vous aura plu. On se retrouve dans quelques semaines normalement pour une vidéo un peu plus classique. D'ici là, abonnez-vous au Twitter et aux autres réseaux sociaux et je tiens à remercier les quelques personnes qui me soutiennent sur Tipeee.